Je veux bien entendre que l'écologie n'a pas de courant politique, mais ce n'est pas vrai aujourd'hui. Madame Saï, ce qui se passe au sein du gouvernement, qui est une coalition de tout et son contraire, M. Barbé l'a bien évoqué, il brasse du vent. Dès lors où on rentre dans les sujets de fond, dans ce gouvernement, ça cristallise et on voit que chacun a une idéologie différente. Moi, j'ai pas défendu le gouvernement. Ensuite, vous avez tapé sur les écologistes, je ne suis pas écologiste, mais ils ne sont pas au gouvernement. Oui. Si aujourd'hui, même investir dans les énergies renouvelables, pour M. Retailleau, ce n'est pas possible, il ne faut pas le faire, en fait, qu'est-ce qui est écologique dans ce gouvernement ? Il n'y a rien d'écologique. Excusez-moi, mais... Et je vous le dis, et dernièrement, on a eu un débat au Parlement. Le nucléaire, c'est écologique. Attendez, M. Babel l'a bien expliqué, quand il y a la canicule, et encore, il va y avoir d'autres canicules que nous allons rencontrer. D'ici à 2050, ça va encore se réchauffer, et du coup, ça ne sera pas utilisable. Parce qu'il faut de l'eau froide. Et ça marche pas. C'est décarboné. Oui, mais il faut absolument mettre tous les moyens possibles, imaginables, pour aller vers un mix énergétique et aller vers des énergies vertes. Et c'est la seule chose qui pourra nous sortir aussi de l'impasse. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que l'écologie fait les frais en fait, de notre situation économique ? Les énergies fossiles sont un piège, en tous les cas. Même le nucléaire aussi, que ce soit aussi en termes de géopolitique, demain, on n'est pas à l'aube d'avoir des guerres, des attaques sur le nucléaire. C'est aussi un danger. C'est aussi un danger qu'il faut prendre en ligne de compte. Vous savez, j'étais à la commission environnement au Parlement européen. Il faut avoir une horizon, à un moment donné, où on sortirait des énergies fossiles. Non, mais ça, c'est des grandes phrases. Oui, on a tous envie de dire, bien sûr, mais soyez concrets. Mais il faut Vous voyez avoir bien qu'Europe Écologie Les Verts, ils passent plus de temps à défendre des sujets qui ne sont pas les leurs. Mais qui est au gouvernement actuellement ? Mais je ne défends pas le gouvernement, alors je ne suis pas et ça m'est complètement égal. Vous êtes au gouvernement. Juste pour vous donner un exemple, donc à la commission environnement, moi j'étais au Parlement européen et j'étais porteuse d'un texte sur les emballages. Et quand vous voyez, si vous voulez, les contraintes qu'on imposait aux entreprises, alors on a allégé au maximum le texte, mais ce qui était prévu au départ en lourdeur économique et administrative pour nos entreprises françaises et européennes, mais notamment françaises, qui ne rendent pas du tout compétitifs, il y a de quoi écœurer, si vous voulez, les gens de l'écologie. Qu'est-ce qui a été voté ? Un texte à peu près équilibré, mais très difficile. Vous êtes majoritaire, voilà. Non, mais attendez, Christophe Barbier, on en est encore là aujourd'hui, fin du monde, fin du mois. On en est plus que jamais là. Bien sûr, avec les problèmes de pouvoir d'achat. Et pour 2027, c'est clairement la fin du mois qui va l'emporter que la fin du monde. Pas certain. Pas certain ? Pas certain. Si on a de vrais candidats qui réfléchissent à court et à long terme, ils parleront de la fin du mois parce que les problèmes de pouvoir d'achat vont être immédiats. À gauche comme à droite, personne ne pourra faire l'impasse. Et ils devront parler de la fin du monde parce que l'angoisse climatique, elle est réelle, elle travaille beaucoup les jeunes générations et il faudra de toute façon trouver des solutions. C'est une question de rythme, c'est une question de mix. Tous les camps sont divisés, hein. Les écolos sont contre le nucléaire, les communistes sont pour. Ils sont en train d'essayer de voir s'ils peuvent pas faire une primaire ensemble. Ce qui, sur ce sujet-là, n'a pas de sens. D'ailleurs, dans les programmes du NFP, ce sujet avait été écarté parce que vous n'étiez pas d'accord. Donc, les candidats à la présidentielle devront se hisser au-dessus de cela. Et dire, voilà, pour moi, à tel horizon, voilà, tel mix, tel coût, parce que c'est beaucoup d'investissement, tel rythme, et on verra ce que les citoyens abondent. En 2012, les citoyens ont élu les écologistes avec François Hollande, ils ont eu la fermeture de Fessenheim. Le programme était clair, on les a pas trompés. Oui, mais les électeurs l'ont choisi de majoritaire. Voilà. Donc, moi, je crois vraiment que ça va être un absent du débat là, de 2027. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sujets qui s'accumulent que l'écologie va évidemment faire les frais. Parce que l'écologie, ça coûte de l'argent. Le coût de l'énergie. Et ça coûte de l'argent. Le coût de l'énergie obligera. Au moment où effectivement on est obligé de serrer la vis, à la fois dans les budgets des ménages et de l'État, il est évident que l'écologie va en faire les frais. Enfin, je veux dire, on voit bien, j'aurais tendance à dire que c'est un sujet qu'on peut traiter entre guillemets, bien sûr, quand tout va bien. Là, on voit bien que tout va mal. C'est sûr que c'est un sujet qui va arriver en 10e position. Parce qu'on le traite mal. Des candidats. Certainement. Moi, je prends le pari. Il y a une façon de faire de l'écologie qui n'est pas aussi. Qui va en parler de manière majeure, parce que je pense que ce serait à côté de la plaque, en tout cas à côté de la plaque des préoccupations des Français. Les jeunes, eux, ils sont attentifs. Oui, bien sûr. Donc, moi, je pense que oui, mais il faut quand même le but, c'est de faire voter les jeunes et ne pas parler d'écologie, ne pas s'en soucier. Franchement, je trouve que ce serait une véritable erreur et ne nous trompons pas. Même si les Français, certes, sont très attentifs, évidemment, à leur quotidien économique et à la sécurité, je pense que chacun, quand même, a au fond de lui. On voit bien comment les villes sont polluées. Je vais vous dire, on nous a expliqué que les villes de gauche c'était formidable. Regardez Paris.
je veux dire, qui est un désastre écologique. Vous avez des embouteillages, vous êtes dans les gaz. Enfin, on nous explique que c'est la gauche écologique. Eh ben merci, je préfère largement les mairies gérées par la droite. La piétonisation, la végétalisation, il y a aussi des choses. Il y a du bon, du moins bon. On va parler des économies, puisqu'on a dit fin du monde, fin du mois. On va aussi parler de la fin du mois, parce qu'on le sait tous, hein, de l'État. Il y a 40 milliards à trouver, il y a un peu urgence. Et la dernière idée en date, je vais la partager avec vous, c'est les dons à des associations. Est-ce qu'ils sont devenus finalement une niche fiscale beaucoup trop avantageuse? C'est en tout cas une des dernières trouvailles pour arriver à atteindre ces fameux 40 milliards. Ça va pas suffire. En tout cas, il y a un dernier rapport de l'Inspection générale des finances. En gros, une refonte des réductions fiscales liées aux dons avec un plafond. Ça permettrait un peu plus de 3,5 milliards d'économies de recettes fiscales à l'État. Avant d'en parler ensemble sur ce plateau, on va en parler avec Marie-Charlotte Brun. Bonsoir, vous êtes directrice de la collecte à l'UNICEF France. Merci d'être en direct ce soir sur BFM TV. Est-ce que vous êtes inquiète suite à ce rapport qui préconiserait de raboter les réductions fiscales sur les dons aux associations? Bonsoir, merci beaucoup de me permettre de prendre la parole ce soir. Écoutez, nous sommes absolument consternés et sidérés par les conclusions de ce rapport si elles devaient trouver une application dans le cadre du prochain projet de loi de finances de 2026. Parce que, et c'est l'élément le plus important, elle porterait un coup d'arrêt supplémentaire très important au financement du secteur associatif. Donc des associations et des fondations en France qui ont déjà eu à subir des coupes très importantes des subventions publiques en France. Et voilà, je veux vous faire part ici de notre inquiétude majeure pour le financement de... Est-ce que vous avez chiffré, est-ce que vous avez fait des projections, est-ce que vous avez chiffré de combien ça amputerait votre budget, de combien ça vous coûterait? Écoutez, les projections qui ont été faites sur seulement une partie de l'ensemble des propositions qui figurent dans ce rapport, on parle, pour vous donner un ordre d'idée, la générosité en France, portée par les particuliers et les entreprises, c'est environ 8 à 9 milliards d'euros. On pense que ça amputerait le financement des associations de 20 à 25%, donc on part de 1 milliard à 1,5 milliard de manque à gagner, qui serait donc un manque à gagner pour la réalisation des missions sociales des associations et des fondations en France. C'est gigantesque, c'est énorme. Très concrètement, ça signifie quoi par rapport à votre budget global de fonctionnement? Écoutez, l'UNICEF France tire l'essentiel de ses ressources, pour pas dire la quasi-majorité, du financement des associations, des particuliers et des entreprises. C'est l'essentiel, c'est la quasi-totalité de nos ressources. Donc du coup, on amputerait de 20 à 25%. Concrètement, ça veut dire 20 à 25% de financement en moins des programmes menés par l'UNICEF international en faveur des enfants, qu'on parle d'urgence humanitaire, qu'on parle d'action de développement, qu'on parle de programmes de défense des droits de l'enfant partout dans le monde, ou d'actions de sensibilisation et de plaidoyer pour s'assurer du respect des droits des enfants en France. Donc, autant vous dire que c'est vraiment une inquiétude et que nous, le message qu'on souhaite faire passer au pouvoir public, c'est la stabilité fiscale. C'est ce qu'on demande pour 2026. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, encore une fois, sur les centaines de milliers d'associations en France qui ont de la peine à se remettre aujourd'hui de ces coupes des financements publics, qui ont déjà eu des conséquences concrètes sur les actions qu'elles portent vis-à-vis de leurs bénéficiaires, il faut s'arrêter, il faut de la stabilité. Et je pense que le raisonnement aujourd'hui qui est mené par les pouvoirs publics est le mauvais. On parle d'économie à court terme, on ne parle pas du coût humain et social lié à ces pertes de financement, parce que les associations et les fondations aujourd'hui, elles agissent, elles ont un impact majeur sur le lien social. On parle, comme pour l'UNICEF, de l'action de la défense des droits des enfants, on parle d'action humanitaire, de développement, d'éducation, de défense de l'environnement, de l'ensemble des actions finalement financées par le secteur associatif. Donc on en appelle un peu à la raison et on s'inscrit évidemment en faux par rapport à toutes ces propositions qui sont formulées dans ce rapport. Merci beaucoup Marie-Charlotte Brun pour votre témoignage. Donc,
Mettre un plafond à cette réduction d'impôts, ça veut dire rapporter à peu près 3,5 milliards d'euros à l'État. On peut se dire que c'est pragmatique quand on en cherche 40, mais on voit que le problème, c'est que ça fait des perdants, et des perdants qui font mal. Quelque part, l'Institut Pasteur, la Croix-Rouge, l'UNICEF, les Restos du Cœur. Non, ça y est. Il y a des associations qui sont essentielles et puis il y a des associations aussi qui peut-être ne le sont pas autant. Donc peut-être peut-on faire un tri un peu dans les associations qui sont vraiment d'utilité publique avec des contrôles rigoureux et des associations, on voit par exemple parfois des associations qui financent des choses pas très intéressantes. Je voyais la ville de Paris, ils avaient fait un peu le tri dans... J'ai rien contre Paris en particulier, mais bon, comme pourtant, non, mais c'est trop tard, comme là. j'y vis et que j'y passe beaucoup de temps dans les embouteillages, c'est peut-être pour ça, quand on n'est pas coincé dans le métro. Je dis ça pour M. Bilongo qui allait me dire, vous avez qu'à prendre le métro. J'anticipe, mais pour vous dire, il y a des associations qui sont financées où on ne sait pas trop à quoi. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment maintenir les choses pour les associations très utiles et aller un peu fouiller et regarder pour les associations qui le sont moins. Christophe Barbier. On peut regarder et puis faire des plafonds différentiels en fonction de l'action menée par ces associations. Mais tout de même, les Français donnent. Pourquoi ils ont une déduction fiscale? C'est pas que l'État est philanthrope, c'est parce que les Français donnent à des associations qui font le travail de l'État. À la place de l'État, on s'occupe des plus pauvres. Alors l'État va récupérer l'argent qu'on donne à ces associations pour faire le boulot de l'État. Que va faire l'État de cet argent? Est-ce qu'il va s'occuper des pauvres dans la rue? Non, pas du tout. Il va encore faire de la paperasse, il va embaucher des fonctionnaires pas forcément utiles, et ça va partir dans le tonneau des Danaïdes de la dette. Donc c'est une très mauvaise idée. Il faudrait au contraire pousser les Français à donner plus, quitte à faire en effet une sorte de catalogue, de palmarès des associations les plus utiles, c'est-à-dire notamment des associations qui utilisent le plus d'argent donné pour des actions concrètes, sans en perdre trop dans le fonctionnement et dans la chasse aux dons, qui fait parfois un marketing très coûteux, trop coûteux. Tout a été dit par M. Barbier. Les structures associatives, elles répondent souvent aux absences de l'État, si ce n'est pas tout le temps. Et je m'excuserai parce que 3 milliards à récupérer alors que au Parlement, on a débattu de la taxe Zuxman. C'est 20 milliards pour l'État. En fait, en taxant juste à hauteur de 2%, les 1800 foyers, les plus fortunés qui ont... Vous avez vu que ça n'a pas fonctionné avec la 100 millions CDHR, d'euros. on n'a que la moitié de récolte. Mais qu'est-ce que vous... Doucement, on a pu débattre des associations de dire on peut raboter la rabotage, ça ne dérangeait personne. Par la taxe Zuxman, à hauteur juste de 1800 foyers qui ont un patrimoine de plus de 100 millions. Donc si je vous suis, c'est pas du tout la bonne solution, il y en a d'autres qui rapportent plus. Il y a des solutions qui rapportent 20 milliards à l'État. Mais si les contribuables ne partent pas. Ça ne va jamais rapporter 20 milliards. Pour revenir à nos associations, Tout fait pour parce que c'est le cœur du sujet, sur les associations, s'il vous plaît. C'est toujours la même chose avec 1800 foyers qui ont un patrimoine au-delà de 100 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe? Doucement, on peut en parler ou pas? Bien sûr, mais là on parle d'abord... Je sais pas. Monsieur le député, on peut en parler, mais là on parle d'abord des associations et du coup de rabot possible sur les... On parle de structures associatives qui font un travail essentiel quand l'État est défaillant. Donc vous nous dites que ce n'est pas une bonne idée. Juste emprunt à réfléchir et à penser à 20 milliards. Donc là, on parle de 3 milliards, tout simplement. Et en fait, c'est des Français qui vont donner de bon cœur à ces structures associatives parce qu'eux-mêmes, peut-être ces Français-là, ont vécu des moments difficiles. Du coup, ils pensent à ces personnes-là. Quand je vois les files d'attente devant les universités pour des colis alimentaires, je me dis que ces structures associatives, elles sont importantes. Il faut encore les aider. Et malheureusement, si l'État n'était pas défaillant, il n'y aurait pas de structure associative.